Good afternoon. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un immense plaisir et honneur pour moi d'assister à votre séminaire. Avant de commencer, je souhaite vous poser une question. Combien de personnes parmi vous sont allées à Hong Kong? Veuillez lever la main. Donc, il y a à peu près 70% des personnes. C'est vraiment très, très bien. Donc, c'est vraiment un pourcentage amélioré par rapport à quand j'ai posé cette question hier, où il y avait juste 2 ou 3 personnes qui sont allées à Hong Kong. Ce matin, si vous avez assisté à la séance plénière, vous avez peut-être recueilli un certain nombre d'informations très importantes, y compris le secrétaire d'État des Finances. Il a expliqué pourquoi faut-il choisir Hong Kong, pourquoi faut-il venir à Hong Kong. Et il a en fait fait un petit résumé. Il a parlé d'une incitation fiscale assez intéressante où il a dit que Hong Kong, c'est le point de rencontre entre l'Occident et l'Orient. Maintenant, je souhaite en fait vous présenter une perspective très différente. Pourquoi est-ce que vous devez considérer Hong Kong comme un choix de prédilection? Et pourquoi est-ce que Hong Kong doit être une plaque tournante pour exporter vos solutions dans la région Asie-Pacifique? Donc, en même temps, vous devez également faire partie du potentiel dans Hong Kong en matière de recherche et développement pour améliorer votre activité. Il y a un certain nombre de choses clés qui me viennent à l'esprit. Je dirais que nous sommes une société cosmopolite et c'est très important pour le développement de la technologie. Il y a des gens qui sont cosmopolites, qui viennent de partout dans le monde et ce critère d'inclusion, ces personnes qui viennent de diverses cultures et de divers parcours est très, très important pour l'épanouissement technologique. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est Hong Kong est vraiment une ville assez compacte. Quand vous êtes à Hong Kong, il y a en fait une forte densité démographique et il y a très peu de place. Et vous êtes complètement bousculé dans les trottoirs. Vous avez l'impression que tout le monde court. Les gens ne marchent pas, mais les gens courent. Et pourquoi là? Parce que nous sommes vraiment une ville très compacte. Nous avons à peu près 1000 km² et il y a à peu près 7,5 millions de personnes qui vivent dans cette ville. Mais nous ne pouvons pas changer la taille de la ville, mais nous pouvons changer notre façon de fonctionner. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'ai 5 réunions à assister. Je dois boucler 4 accords. Vous allez me dire que, bon, le matin, j'ai encore une réunion le matin et une réunion l'après-midi, et ce sera pas mal si je pouvais vraiment, en fait, déclencher un contrat. Et c'est vraiment le dynamisme qu'on a en fait dans la ville de Hong Kong. Une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que nous sommes vraiment très efficaces. Donc, le gouvernement, le secteur privé, les universités, les instituts de recherche, nous sommes tous très efficaces. Nous sommes également très transparents. La transparence en ce qui concerne la loi et également l'application de la loi. Donc, si vous avez des craintes sur la protection intellectuelle, de la propriété intellectuelle, vous pouvez être complètement rassurés. D'ailleurs, nous avons une présentation sur la propriété intellectuelle et sa protection. Une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que nous sommes en fait juste à côté de la deuxième économie la plus importante du monde, c'est l'Asie. Si vous voulez venir en fait en Asie, il y a pas mal de critères variables. Moi, je suggère que vous devez vraiment venir d'abord à Hong Kong pour comprendre comment est-ce que l'activité est menée en Chine. Si vous êtes très très bien dans les affaires, sachez qu'il y a quand même pas mal de choses qui évoluent et au cours des 12 ou 13 mois, vous allez voir des nouvelles occasions avec les nouveaux cadres réglementaires. Donc, Hong Kong, c'est vraiment l'endroit où les gens comprennent comment est-ce que l'activité est menée, comment est-ce que ces règles sont mises en place et on peut vraiment, en fait, vous orienter vers les bonnes portes en Chine. Hong Kong est vraiment l'endroit propice pour vous. Une autre chose que je souhaite vous dire, si vous
regardez les indices mondiaux. Nous sommes reconnus par les organisations comme le ITM. Nous sommes en fait le 5e concurrent le plus important dans le monde. En ce qui concerne l'indice de développement, nous sommes le numéro 2 en Asie et numéro 10 dans le monde. Il y a aussi en fait une magazine qui a déclaré que Hong Kong, c'est la 4e ville la plus importante en matière de technologie. D'ailleurs, nous sommes la seule ville asiatique qui figure sur cette liste. Et comment est-ce que nous sommes arrivés à accéder à cette telle position? Tout le monde a dit que nous avons la capacité, nous avons la compétence, nous avons le savoir-faire pour investir dans l'innovation, dans la technologie. Les gens sont convaincus que nous pouvons le faire. Donc, si je dois remonter le passé, je dois être beaucoup plus modeste. Je dois dire que l'innovation et la technologie n'étaient vraiment pas notre point fort. Nous étions très célèbres dans le monde dans les années 60 et dans les années 70. Dans les années 80, nous étions le premier ou le deuxième centre financier du monde. Et nous avons pas mal de organisations comme PDC qui organisent ce symposium. Nous avons également d'autres organisations comme le Cyberport. Il y a 5 instituts de recherche financés par le gouvernement, 6 universités qui offrent des cours de technologie et de sciences. Nous pouvons ensemble, nous avons en fait promu Hong Kong. Nous avons aider Hong Kong à négocier ce virage technologique. Et nous sommes vraiment très, très fiers aujourd'hui. Hong Kong, si vous voulez vraiment investir dans l'innovation, dans la technologie, Hong Kong, c'est la ville pour vous. Donc, je souhaite en fait vous présenter l'organisation que je dirige pour vous expliquer ce que nous faisons et comment est-ce que nous pouvons vous aider pour assurer votre réussite en Asie, pour que vous puissiez vraiment construire votre activité d'innovation des technologies. Voici la déclaration, voici notre vision que nous avons adoptée pour notre institut. Cette déclaration a été parcourue plusieurs fois au cours des 15 dernières années depuis la constitution de cette organisation. Aujourd'hui, il s'agit de créer en fait un écosystème de technologie et d'innovation tout à fait dynamique. Donc, nous nous focalisons sur cet écosystème. Nous voulons vraiment assurer la croissance durable, la croissance économique, la croissance sociale à la fois. Donc, c'est vraiment un terme très large. Et c'est quelque chose qui n'est pas quantifié, mais nous pouvons vraiment s'assurer que les gens sont contents, il y a des emplois qui sont créés et ainsi il y a une croissance sociale qui n'est pas quantifiable. La mission est également très très simple de notre institut. Je vais en fait vous parler de cette mission. Il s'agit de vraiment rapprocher les parties prenantes et également donner en fait une opportunité d'épanouissement aux acteurs de notre écosystème. Donc, permettez-moi maintenant de vous expliquer la mise en œuvre. Comment est-ce que nous pourrons concrétiser cette déclaration de mission? Il y a 4 blocs dans notre plan de mise en œuvre et je vais vous parler très, très rapidement. Donc, il y a alimenter les talents et également connecter et lier et rapprocher et fédérer les parties prenantes. Donc voici 6 personnes devant vous. Ce sont des gens qui ont en fait qui sont passés par le programme d'incubation que notre institut a mené. Et tout le monde, chacune de ces personnes a été reconnue dans son domaine, comme une cocotte minute solaire ou bien la robotique. Donc c'est des gens qui ont travaillé dans plusieurs domaines. Sachez qu'il y a beaucoup de pays dont on voit des développements où il n'y a pas d'électricité. Donc les cocottes minutes solaires est un programme très important pour ces gens-là. Nous avons également des entreprises phares, la devise virtuelle comme Bitcoin et nous avons également
un sujet qui pourrait intéresser les femmes. Nous avons un poisson qui est introduit dans une solution qui pourra détecter le contenu toxique de cette eau. Donc, le matin, lorsque vous mettez du maquillage, vous ne savez pas si c'est sûr ou non. Vous voulez peut-être savoir d'où viennent ces produits, d'où vient en fait la provenance. Donc, vous devez être complètement rassuré que cette entreprise qui vous vend le maquillage a vraiment choisi les bons ingrédients d'une bonne provenance. Donc, c'est en fait notre programme d'incubation. Nous avons à peu près 300 entreprises qui sont passées par ce programme dans divers domaines. Et nous avons 160 personnes qui assistent à notre programme qui varie de 18 mois à 36 mois à 48 mois. Donc, nous avons également choisi les personnes qui réussissent, les gens qui ont vraiment la possibilité, le potentiel de s'épanouir très rapidement. Et nous leur donnons, en fait, par un programme d'orientation qui est très efficace. Une autre chose qui est très importante, il ne s'agit pas seulement des gens qui sont intéressés par la recherche. Nous essayons de tisser des liens avec les élèves de première et de secondaire. Nous organisons des expositions. Nous leur montrons comment est-ce que la science fonctionne, comment est-ce que la recherche est effectuée et comment est-ce que vous pouvez décider, quand vous pouvez choisir le domaine de prédilection pour faire la recherche. Là, vous avez deux images devant vous. Il y a en fait le lycée, les gens du lycée et du collège qui sont en fait dans une exposition qui essaie de comprendre pourquoi est-ce que la nature fonctionne de telle façon. Qu'est-ce que c'est l'innovation? Qu'est-ce que c'est la technologie? Notre objectif est très simple. Nous voulons vraiment susciter l'intérêt avant que ces gens puissent même décider. Et on espère que ces gens vont choisir les matières qui leur intéressent et qui peuvent vraiment faire une belle carrière. The other important element of nurturing talent is to make sure. Autre élément important, nous assurer qu'on peut vraiment les soutenir de bout en bout. On a un programme d'atterrissage qui pourra vous intéresser. Si vous souhaitez venir à Hong Kong, ça permet de faire le test, savoir si votre concept, votre idée peut fonctionner. On leur propose ce programme. J'ai déjà parlé du programme des pépinières. Et puis des investisseurs, des personnes qui vont jouer le rôle d'ange pour voir si telle ou telle personne bénéficierait d'un soutien financier. Et ce programme qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça met la fin de notre programme de pépinière. Ils ont besoin d'un soutien, d'une aide avant de partir pour l'étranger. Et c'est pas simplement les grands cabinets d'avocats, les grandes firmes de comptables, d'experts comptables. Non, non, il y a également des entrepreneurs fort expérimentés qui vont jouer le rôle de menteurs, qui vont le tenir la main au moment où ils constituent leur plan international. Alors voici pour ce qui nous attend. Alors, je vais l'économie des détails. Nous reviendrons éventuellement sur la façon dont nous permettons aux talents de s'épanouir. Le deuxième pilier de notre plan d'exécution, c'est l'environnement. Faire en sorte que les gens se rejoignent de façon à ce que l'on puisse tirer le meilleur parti possible de l'infrastructure. C'est pas seulement les services, les bâtiments, mais tout le matériel de laboratoire. À l'heure actuelle, il y a 6 universités à Hong Kong où on enseigne la science et la technologie qui sont dotées de laboratoires. Et nous avons conclu un accord avec elles. Ça fonctionne sur la base de la réciprocité. Les étudiants peuvent venir chez nous, utiliser l'équipement, le matériel de laboratoire que nous avons. Et nous, nos gens peuvent aller à l'université et bénéficier des investissements qui sont faits. 6 universités, disais-je, mais nous travaillons également avec un certain nombre d'institutions de recherche. Vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent au tableau. Chacun de ces instituts se spécialise dans la nanotechnologie, par exemple, ou les recherches scientifiques. Bref, des programmes intéressants.
Nous sommes vraiment au cœur. Nous sommes une plateforme qui permet à toutes ces institutions de se rejoindre. Il y a plus de 500 entreprises et les chances de réussite sont maximisées grâce à cette structure. Toujours à propos de la coopération, on met notre parc scientifique à la disposition de tout un chacun pour que des événements internationaux, des manifestations internationales puissent s'y dérouler. Par exemple, EJA, ça fait 9 ans que nous invitons cette manifestation avec des spécialistes du monde entier, des consultants, des représentants du gouvernement du monde entier qui viennent à Hong Kong pour voir ce qui est possible chez nous. Et nous avons également des congrès, des symposiums électroniques, applications AIT, etc. 2 minutes peut-être sur la technologie et les tendances. Regardez, il y a pas mal de tendances qui sont en train de s'amorcer. Si vous voulez décider de là où vous souhaitez investir vos ressources, nous, à Hong Kong, nous avons 5 tendances technologiques. Nous pensons que Hong Kong est particulièrement porteur. La nanotechnologie, la population asiatique, comment trouver de nouvelles molécules, de nouvelles substances pharmaceutiques, comment aussi trouver des appareils qui permettront d'améliorer la qualité de vie de la population locale. Technologie de l'information et de communication qui est le soubassement de tout ce qui est intéressant, de toutes les plateformes. Et nous mettons l'accent non pas seulement sur le big data et électronique. Non, nous mettons l'accent sur 2 choses. Tout d'abord, il s'agit de favoriser le cloud computing, qui me paraît absolument indispensable pour l'avenir. Et puis également la 5e génération de communication, dont 5e génération de Wi-Fi. Et nous avons des experts, une société PAC et une autre personne interviendra sur ce même sujet, vous expliquera ce qu'ils sont en train de proposer. La science matérielle, ça c'est très important, par exemple pour ce qui est de la création des puces. La Chine ayant la principale ressource en matière de terres rares, vous savez qu'on investit beaucoup dans ce domaine, et tout cela, ça se passe à Hong Kong. La robotique, bien sûr, point n'est besoin de décrire ce qu'est la robotique. Il y a ici pas mal de spécialistes, mais en faisant le lien entre la robotique et les 4 autres domaines, nous allons créer quelque chose qui sera tout à fait passionnant. Beaucoup d'intelligence artificielle à la clé, et puis il faut également faire en sorte que cela permette d'améliorer la qualité de la vie. Vous voyez quelque chose qui me paraît particulièrement intéressant, ce que vous voyez à droite, en bas à droite. Vous voyez, Handle House, c'est quoi? Il s'agit d'améliorer le taux de récupération de ces objets. Les technologies dites vertes à Hong Kong, on met l'accent sur la réduction de carbone, de consommation et d'émissions de carbone. C'est un problème pour les grandes villes. Également, les énergies renouvelables. 4e composante, c'est la coopération. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui avec quelques collègues de Hong Kong qui vous expliqueront comment et en quoi nous pouvons collaborer. Alors, 2 points à ce stade. Nous estimons que l'innovation se fait à l'heure actuelle par des plateformes de collaboration. On ne peut pas travailler isolément en laboratoire et penser qu'on va tomber et trouver une innovation. C'est pas possible. Il faut travailler avec d'autres. Et nous sommes tout à fait au centre, c'est-à-dire que ça nous permet de faire des liens entre les personnes qui se trouvent en Chine. Alors, vous rencontrez des gens, vous partez en mission, on explique aux gens que regardez, là, Hong Kong et en Chine, chacune de ces grandes villes chinoises s'est déjà vue affecter une mission dans le domaine de la technologie de l'évaluation. Alors, je vais les passer en revue très rapidement. Vous allez voir qu'à chaque ville correspond telle ou telle technologie particulière dans laquelle on investit. Et je mets en exergue celle qui est importante, plus importante que les autres à Hong Kong. Vous voyez, ici, dans cette région, quelques 65 millions de personnes
plus grande que la France, nous avons construit un canal vert, c'est-à-dire que vous pouvez faire voyager des éléments biologiques, des échantillons entre Hong Kong et cette région. Si vous êtes dans le secteur pharmaceutique, vous comprendrez vite à quel point ce canal ou ce chenal vert est important. La chaîne a reconnu Hong Kong. Il y a donc un système d'accréditation. Hong Kong a été accrédité dans plusieurs domaines. Voilà ce que je vous suggère. Les 6 universités où on enseigne la technologie. Vous avez 7 partenaires qui ont été reconnus par le gouvernement comme étant des laboratoires de premier niveau. Et au niveau des parcs scientifiques, 2 reconnaissances. D'abord, il y a 3 ans, en tant que un partenaire le domaine de la technologie verte, et cette année, une accréditation également qui a été conférée par l'État, par le gouvernement. Pour conclure, nous devons collaborer, c'est précisément le but de cette manifestation d'aujourd'hui, et voir à quel point dans le domaine de la technologie et de l'innovation, il est indispensable de travailler ensemble. Je crois qu'en unissant nos ressources, il faut éviter ce que nous avons fait dans le passé. C'est vraiment trouver des innovations qui soient des bienfaits pour l'humanité. D'autres orateurs interviendront sur ces mêmes sujets. Pour l'instant, il me reste à vous remercier d'être venus et j'espère que vous profiterez de cette séance. Merci. Merci. Sont devenues une base importante et un moteur pour atteindre une vie saine. Nous allons avoir une session désormais sur le thème de l'Asie à la recherche d'un mode de vie sain et respectueux de l'environnement. Cette session va expliquer pourquoi les technologies vertes sont de plus en plus importantes et comment, avec les sciences de la vie et aussi les dispositifs médicaux de pointe, on peut contribuer à apporter un meilleur cadre de vie à une population. Cette session fournira donc une plateforme ouverte pour la discussion sur les principaux défis et opportunités dans l'utilisation des technologies vertes et de santé, en prenant en compte différents points de vue de différentes parties prenantes. Green technology has become an important. Les technologies vertes sont devenues un moteur qui permet d'améliorer le cadre de vie. La Chine œuvre dans ce sens. Les technologies vertes sont de plus en plus importantes et avec les progrès réalisés dans le domaine des dispositifs médicaux, nous pouvons améliorer le cadre de vie. Cette séance sera une plateforme qui permettra de mieux comprendre pourquoi il faut utiliser ces technologies vertes. Et pour ce faire, nous prendrons en compte les différentes perspectives qui seront celles des différentes parties prenantes. Le Dr Ronan Stephan, chef de l'innovation du groupe Alstom, va s'exprimer en premier. Son sujet d'intervention est l'expérience de la collaboration avec Hong Kong en recherche et développement en système avancé ouvert pour les villes intelligentes. There will be a total of 5 speeches. Dr. Ronan Stephan. Il y aura 5 interventions totales. Donc Ronan Stephan, qui interviendra en premier, qui nous parlera de l'expérience de collaboration de recherche-développement avec Hong Kong dans les systèmes ouverts avancés pour les villes intelligentes. Nous invitons le Dr Ronan Stephan à monter à l'estrade. Merci. Okay. Good afternoon, ladies and... Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous remercie de m'avoir invité à vous dire quelques mots à propos de ce que nous faisons à Hong Kong, du moins ce que nous nous efforçons de faire. Je vais commencer par vous présenter Alstom, vous dire ce que nous faisons chez Alstom. Ensuite, j'essaierai succinctement de vous exposer la façon dont nous essayons d'innover, ensuite la façon dont nous essayons de collaborer de façon à encourager l'innovation. Ensuite, je vous expliquerai ce que nous faisons à Hong Kong et je vous dirai comment nous avons construit cette relation avec Hong Kong et ensuite quelques détails concernant notre projet.
Alstom en quelques mots ou en quelques images. À l'heure d'aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui c'est très important dans la vie d'Alstom. Notre groupe se compose de 4 parties, dont 2 traitent de la production énergétique. La partie de la production que l'on désigne sous le nom d'énergie thermique, ou en d'autres termes, la production traditionnelle, conventionnelle d'énergie. La deuxième partie se compose les énergies renouvelables. Et dans ce secteur d'activité, il s'agit d'énergie hydraulique, l'énergie marémotrice, l'énergie solaire, bien sûr l'énergie du vent, éolienne, etc. Vous voyez qu'il s'agit d'un domaine qui est très proche, intimement lié à ce que vous faites vous-même et ce qui a été proposé par l'intervenant précédent. Troisième pilier de notre activité qui concerne le suivi et la transmission, c'est-à-dire la partie réseau. Transmission de cette énergie, bien sûr. Alors, j'essaie d'animer mes vues. La partie réseau, disais-je. On élabore, on construit des systèmes qui permettent de transporter l'électricité, de la réguler, de protéger le réseau, de distribuer l'électricité, de la stocker. Et la quatrième partie de notre groupe travaille au transport, les systèmes de transport, depuis la construction des trains, des tramways, des métros, jusqu'à la régulation, ou je dirais même la maintenance prédictive des voies sur lesquelles fonctionne notre matériel. Alors passons aux chiffres. Plus de 90 000 personnes travaillent chez nous dans le monde entier, plus de 100 pays, et le chiffre d'affaires est aux alentours de 20 milliards d'euros. Alors, voyons maintenant la recherche et le développement. Quelques 10 000 personnes qui travaillent à la recherche et au développement chez nous, qui, elles aussi, sont réparties dans le monde entier, avec un schéma de portefeuille assez diversifié, plus de 11 000 brevets qui ont été déposés à ce jour, et une dépense mondiale, recherche et développement, et 137 millions d'euros par an. Et bien sûr, il ne s'agit pas du type de recherche-développement que celle qui est pratiquée dans les universités. Nous sommes à une autre échelle, certes. Mais on peut néanmoins travailler avec les universitaires et leur schéma d'innovation. Alors, pour vous montrer que nous avons beaucoup de monde présent en Asie, plus en Asie qu'en Amérique du Nord, pour le groupe, bien sûr, et ils sont essentiellement employés à la production d'énergie et au réseau en Chine. Alors, passons à l'innovation. Comment sommes-nous structurés? Je serai rapide sur ce point. Je dirais que nous avons, en gros, les mêmes fonctions que celles que l'on trouve dans les entreprises qui font de l'innovation, les grands groupes où se situe l'innovation. Il y a d'abord le système de gestion de l'innovation. Je vous dirai quelques mots sur ce que nous faisons. On essaie de faire en sorte que les gens se parlent et prennent des décisions communes. Pour prendre une décision, encore faut-il avoir un sujet, matière à décision, et puis il faut se consulter, se concerter. Par exemple, la détection des signaux, auquel cas vous allez faire une cartographie, vous essayez de savoir ce qu'en pense le gens et ce que peut être leur contribution. Par exemple, si je réunis des gens qui travaillent au réseau et travaillent au transport, souvent,
En fait, on constate qu'ils utilisent exactement les mêmes algorithmes ou les mêmes types d'algorithmes que ceux qu'on utilise pour contrôler un réseau. Même chose que ceux qu'on utilise pour contrôler des réseaux d'IT ou d'informatique ou qu'on utilise pour faire fonctionner un train. Vous voyez que c'est très intéressant de collaborer parce que ça crée des synergies. Il ne s'agit pas de tenter de réinventer des choses, chacun dans son coin, dans son secteur. Alors, il y a des lieux décisionnels, des communautés décisionnelles où ces décisions sont prises par l'ensemble de l'équipe. Et pour prendre les bonnes décisions, il faut observer ce qui se fait. Il y a plusieurs façons d'observer. Vous avez la façon classique par analogie qui consiste à engager un dialogue physique avec les personnes qui travaillent dans le même groupe. Le contact en vis-à-vis, ça aussi on le pratique chez nous et je reviendrai sur ce point. Discuter, échanger, dialoguer avec des petites entreprises, c'est très enrichissant parce que ces petites entreprises sont beaucoup plus flexibles, agiles que nous. Et elles ont la capacité d'explorer, bénéficient des laboratoires du secteur public et donc peuvent prendre des initiatives qui nous prendra, nous, énormément de temps. Donc c'est important de pouvoir dialoguer avec elles de leur vision, savoir ce qu'ils envisagent, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ont envie de faire. Il faut également discuter avec des gens qui ne sont pas exactement dans les mêmes secteurs, dans les mêmes disciplines que vous. Ça permet d'ouvrir l'esprit et on le fait bien sûr aussi, ce dialogue avec des gens qui travaillent dans les laboratoires du secteur public. Qu'est-ce que nous avons fait à Hong Kong avec nos collègues du TTU? Et puis, il y a ce qui a été rendu possible depuis, disons, 15 ans, grâce à la grande percée du numérique, du monde numérique. Et c'est ainsi que nous avons réussi, nous comme vous, détecter des signaux faibles, des signes qui montrent que on peut évaluer, on peut percevoir quelque chose qui est sur le point de se produire. Souvent, ces signaux faibles ne sont pas forcément dans le domaine, la discipline qui est la vôtre. Ils sont en marge. Il faut l'observer aussi, prendre en compte ces signaux marginaux et utiliser son intuition pour faire la cartographie de ces signaux. Et c'est pour ça que nous avons, avec les collègues de CTU, on pratique ce dialogue. Par exemple, il faut essayer de voir avec les partenaires extérieurs la façon dont des systèmes ouverts vont pouvoir être appliqués, se déployer dans différents domaines. Alors, on en discute avec des sociologues, on peut en discuter aussi avec des mathématiciens, avec des géographes, etc. Bref, on essaie d'ouvrir le débat au sein de CTU et d'attirer des contributions diverses de façon à parvenir à un résultat qui n'existe pas encore, un produit qui n'existe pas. Et puis, la composante venture, capital risque. Nous avons un fonds capital risque dans lequel nous avons investi avec nos collègues de Schneider Electric et nos collègues de Solvay-Rodia également. Avec une pépinière, un incubateur. Et dans pas mal de pays du monde, nous avons créé ces pépinières, ces incubateurs qui ont pour mission de travailler dans le secteur de technologies vertes et des systèmes ouverts. Technologie verte. Alors, on ne fait pas bien sûr la même chose qu'eux, mais on essaie tout de même de développer des process plus propres, plus verts, qui permettent de protéger l'environnement. Alors ça, c'est un schéma que j'ai déjà commenté. Il suffira de dire
que dans notre conseil consultatif sciences et technologies, nous avons un ressortissant de Hong Kong, en la personne du professeur Jean Lee de CDU, qui nous a rejoints. Et notre dernier comité s'est déroulé à Paris il y a à peu près un mois de cela. Alors, pour montrer notre répartition géographique, nous avons des gens dans le monde entier qui travaillent à la recherche et au développement. Alors, quels sont les sujets, les domaines qui nous intéressent? Vous avez parlé des matériaux, de matériel et de informatique. Nous ne travaillons pas en biologie, mais maintenant, la biotique, les systèmes biotiques sont extrêmement intéressants. Ça vous permet de procéder par analogie, de faire l'analogie entre ce qu'on fait ou ce qu'on essaie de faire avec nos systèmes ouverts, nos systèmes opérationnels, les nanomatériaux, ce que les nanotechnologies vont apporter. Et bien sûr, la réponse est beaucoup de choses. Par exemple, l'aimant. Vous avez parlé vous avez dit que la Chine était le principal réservoir de terres rares au monde. Or, nous estimons que, à l'avenir, la nanostructuration des matériaux ferromagnétiques va permettre la même propriété. Je ne veux pas entrer dans le domaine de la physique, que les propriétés que vous pouvez bloquer en utilisant les terres. Donc, la nanotechnologie va forcément être une innovation majeure. Même chose pour l'électronique électrique. C'est bien d'avoir des réseaux qui puissent s'adapter à la demande. Mais une fois que vous avez le signal, les signaux, vous avez les données, vous avez fait l'analyse des données, qu'allez-vous faire à partir de là? Il faut pouvoir commander. Si cette électronique ne communique pas ou ne voyage pas à la bonne fréquence, à la bonne vitesse, à quoi ça sert? Vous voyez que là aussi, nous sommes obligés de penser en termes de nouveaux appareils, de nouvelles technologies pour les nouveaux appareils, en termes d'électronique pour le secteur de l'électricité. Hong Kong, vous l'avez dit, le système IP propriété intellectuelle est très simple. Je ne veux pas dire qu'il soit très favorable à l'industrie. Je pense qu'il est très équilibré et il est facile à comprendre. Et ça, c'est important. Dès lors qu'on parle de partenariat, dès lors que vous avez l'intention de pousser ce partenariat, de l'accompagner. À Hong Kong, vous l'avez dit, je ne le répéterai pas, le soutien des autorités est important. Et puis, cela aussi, vous l'avez dit, on peut trouver des locaux au sein de vos parcs. C'est un élargissement de vos parcs. Je dois dire que j'ai été extrêmement impressionné par ce que j'ai vu là-bas. Et puis, bien sûr, il y a la base académique, universitaire, qui est vraiment de premier plan. C'est vraiment le fer de lance de la recherche universitaire. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus parce que cela a été dit. Qu'est-ce que nous avons établi, créé à CTU? Je crois qu'il me reste 2 minutes au plus. On a, au sein de l'université, repéré des laboratoires, mais au-delà des laboratoires, des personnes, des professeurs, dont on sait qu'ils sont prêts à mettre en place, au moins à court terme, à moyen terme, un schéma de coopération sur les systèmes complexes. Qu'est-ce que je veux dire? Je m'explique. Dans un premier temps, le programme était assez flou. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas flou, on ne peut pas le faire. S'il est flou, nous avons besoin d'autres visions, d'autres contributions pour nous aider. Et puis, il faut également mettre en cause notre stratégie, le mettre à l'épreuve de ce dialogue. Alors, je récapitule, quitte à revenir sur ces points. Au cours de la première année, 2012, donc, il y a eu un certain nombre de visites. Nous avons fait des visites et nous en avons reçu pas mal à l'université. Nous avons, je l'ai dit, repéré
les profils, les équipes, et puis à partir de là, on a essayé de voir quel projet on pouvait construire. Et pour conclure, ce que nous avons décidé de faire, de construire, c'est un laboratoire vivant. Campus, un endroit, un campus urbain, là où on produit de l'énergie verte, un endroit, un lieu où vous avez la possibilité de gérer des systèmes d'électricité, un endroit où vous pouvez faire avancer les usages de la technologie. Et nous essayons de faire se rejoindre tous ces éléments, également le transport, les différents systèmes de transport. Et à partir de là, on a construit à une petite échelle un projet de laboratoire ouvert pour une ville intelligente. Voilà ce que nous avons fait au cours de ces étapes. Je ne vais pas reprendre toutes ces étapes. Et l'objectif principal étant de contribuer à la préservation de l'environnement. Et pour ce que faire, nous avons décidé d'optimiser la réponse apportée par notre système. Je voulais vous montrer quelque chose. C'est la principale contribution en termes d'économie de pollution. Ça va se faire grâce à ce système intelligent, grâce à ce réseau intelligent. Et nous avons créé un laboratoire commun. Ça, c'était au mois de mars dernier à Hong Kong. Et nous avons maintenant des doctorants qui y travaillent. Et l'un de mes collègues est en visite là-bas pour discuter de la prochaine étape préliminaire de ce programme. Voilà pour vous donner un aperçu, un avant-goût de ce programme. Désolé d'avoir été un petit peu long peut-être et merci pour votre attention. Thank you, Ron. Merci beaucoup, Ronan. Notre prochain orateur, c'est M. Pierre Tessier. Tessier, vice-président de la société d'ingénierie Sierra Wireless, société canadienne. Il nous dira pourquoi Sierra Wireless a choisi Hong Kong comme base en Asie. Our next speaker, Mr. Pierre. Notre prochain orateur, c'est Pierre Tessier, qui va parler de pourquoi Sierra Wireless a choisi Hong Kong en tant que base en Asie. Monsieur Tessier, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Oui, je vais vous décrire quelles sont les raisons pour lesquelles on a choisi Hong Kong en tant que base en Asie. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de Sierra Wireless. Je vais vous expliquer un tout petit peu l'entreprise afin de vous donner un petit contexte. Donc, Sierra Wireless est une entreprise mondiale qui offre des modules cellulaires pour se connecter à l'Internet. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 1993. C'est une entreprise publique qui est cotée en bourse de Toronto et aussi à Nasdaq. Et le chiffre d'affaires de 2013 était 440 millions de dollars. Donc c'est une petite entreprise par rapport à Alstom. Mais vous allez voir que nous avons encore beaucoup de marge pour créer notre place à Hong Kong. Donc, au cours des dernières années, l'entreprise a développé des produits assez innovateurs. On a commencé avec le module sans fil. Nous étions le premier à commercialiser le module sans fil, suite à laquelle nous étions également le premier à les rendre programmables. Ensuite, nous avons également travailler sur un aspect à l'intérieur de modules et nous avons des solutions préintégrées pour que ce dispositif puisse être connecté
à cloud, ce qui fait que la vie de notre client est très très facile. Ce dispositif devient maintenant un dispositif sans fil. Donc à travers l'élargissement de notre activité, nous avons déjà à peu près 100 millions de modules qui sont commercialisés. Donc il y a plus de 100 millions de dispositifs qui sont commercialisés, qui sont en fait connectés par Sierra Wireless. Et c'est vraiment en fait un chiffre qui est valable pour tout le monde. C'est une activité mondiale, comme je vous ai dit. Donc, comme vous pouvez voir sur ce diapo, il y a des entreprises très célèbres qui ont privilégié cette technologie afin de se connecter au cloud. Ils travaillent en partenariat avec nous pour assurer ce service à leurs clients. Et à travers cet élargissement, Sierra Wireless est devenu le premier dans ce secteur. Vous pouvez voir sur ce diapo que nous avons une position de leadership, 34% de part de marché dans le monde. Nous avons également une très forte présence dans le monde. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Nous sommes, comme je vous ai dit, une entreprise mondiale. Nous avons des clients partout dans le monde qui attendent un service de notre part, qui veulent une forte présence, qui veulent une proximité. Le contenu technologique de ce produit est très important. Et on a besoin de cette proximité avec notre entreprise. Et comme nous sommes en train de commercialiser ces modules partout dans le monde, nous avons mis en œuvre cette présence mondiale partout. Et nous avons 340 personnes, 340 employés qui travaillent en Asie-Pacifique à l'heure actuelle, soit un tiers des effectifs de l'entreprise. Et nous avons choisi de se baser à Hong Kong. Donc c'est le quartier, le siège social régional. Et je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs. Donc, comme je vous ai dit, il y a 340 effectifs qui sont basés à Hong Kong. Donc, 40%. Nous avons également des employés en Chine et à Hong Kong. Nous avons également des employés au Japon, en Australie, à Taïwan, en Inde et en Corée. Mais le siège régional de cette entreprise se base à Hong Kong, ce qui nous apporte un énorme avantage. Et je vais vous expliquer comment. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi Hong Kong? Parlons d'une entreprise technologique qui a beaucoup innové. Bien entendu, nous voulons protéger notre propriété intellectuelle. Donc, la protection de brevets, la protection de la propriété intellectuelle sont très importants pour nous. Et Hong Kong est une ville qui a un cadre réglementaire très sérieux pour la protection des données intellectuelle. Pour nous, c'était vraiment un critère de choix. Vous pouvez voir d'autres points qui sont listés. Je vais également souligner l'efficacité et le haut niveau organisationnel, ce qui fait que tout est prévisible. Dans l'industrie, la capacité de prévoir est très importante. L'efficacité veut dire que lorsque nous devons nous rendre en pays, nous pouvons le faire de façon très simple. Donc, je sais que plus de 70% des personnes dans cette salle sont déjà allées à Hong Kong, donc je ne vais quand même pas parler de ce point. Vous êtes déjà au courant, vous avez déjà connu cela. Le dernier, mais non le moindre, nous avons été épaulés par Invest Hong Kong. Quand nous avons démarré notre activité à Hong Kong, nous avons identifié les bons contacts, nous avons identifié les bons lieux également. On nous a donné également l'occasion en 2005
de déplacer nos bureaux, donc qui n'était pas du tout le meilleur endroit pour la technologie. Nous avons en fait déménagé pour aller à Hong Kong Science Park et c'était vraiment en fait un changement radical pour nous en ce qui concerne l'environnement et le soutien. Donc, nous avons plusieurs exemples de cet environnement absolument fabuleux dans lequel nous travaillons au cours des quelques dernières années. Les laboratoires d'abord. Nous avons la possibilité, surtout les entreprises de petite et moyenne taille, cela représente un investissement très important pour ces entreprises. Mais lorsque vous voulez monter en échelle, il vaut mieux compter sur les soutiens des laboratoires de Science Park pour pouvoir effectuer des tests à grande échelle, pour pouvoir faire le test sans fil. Nous investissons énormément dans les équipements sans fil. Hong Kong Science Park a également investi beaucoup dans ces matériels, dans les labos qui pouvons être utilisés par les entreprises. Et nous sommes en fait tout à fait liés à ces laboratoires, donc il est très pratique d'utiliser ces labos. Nous avons également utilisé un autre laboratoire pour mener un certain nombre d'analyses où l'équipement sont tellement spécialisés que on ne pourra pas, en fait, investir dans cet équipement nous-mêmes. Donc, ainsi, nous pouvons profiter de l'équipement du laboratoire. Autre chose qui mérite d'être signalée. Comme cela a été dit auparavant, il y a un programme de stage qui est extrêmement efficace. Et c'est vraiment, en fait, il s'agit de trouver des gens qui ont beaucoup de talent, qui travaillent dans votre laboratoire pendant 1 an et qui peuvent se faire former dans une technologie qui aura une application directe dans l'entreprise à un stade ultérieur. Et ce sont des endroits où nous pouvons identifier les talents de l'université et on pourra peut-être les inciter à faire venir et intégrer. Nous faisons des recrutements régulièrement. Notre équipe ne s'arrête pas de grossir et donc identifier du talent sur le plan local est une chose très positive pour nous. Il est très important également de dire que nous pouvons travailler avec Hong Kong Science Park pour organiser des événements spécifiques. Dans notre entreprise, la certification est très importante. Et le Forum de certification globale est un des organes de certification les plus importants dans notre secteur. Nous participons au comité de pilotage de ce forum JCF. Le JCF organise plusieurs fois par an des séances assez spécifiques. Et en tant que participants, nous avons décidé il y a quelques années d'organiser un comité de pilotage à Hong Kong. Nous avons été très bien soutenus par le Hong Kong Science Park afin d'organiser cet événement. Cet événement a attiré beaucoup de personnes importantes de notre secteur, ce qui était extrêmement bénéfique pour le Hong Kong Science Park. Nous avons pu vraiment utiliser l'infrastructure de Hong Kong Science Park afin d'organiser cet événement. Donc, c'était vraiment une relation symbiotique. Donc, nous avons plusieurs exemples de cette relation très fructueuse, ce partenariat extrêmement positif. Par exemple, nous pouvons également envisager un travail collaboratif sur une nouvelle technologie.
Donc pour finir, pour conclure la présentation, je souhaite également vous parler de l'environnement de nos employés. Nous aimons beaucoup l'environnement, l'ambiance de Hong Kong Science Park. Il y a aussi des salles de sport et également d'autres activités de loisirs. Il y a plus de 10 ans, pendant la pause déjeuner, les gens pouvaient, les gens allaient faire du shopping et maintenant ils vont à la salle de sport, ce qui améliore un peu la santé également. Donc, il n'y a pas trop de nouvelles choses dans ce que j'ai dit, mais c'était vraiment un témoignage d'une expérience très fructueuse et positive que nous avons eue à Hong Kong Science Park et à Hong Kong de façon générale au cours des quelques dernières années. Nous y sommes depuis 1998. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Tessier. Notre prochain intervenant est le docteur Andrew Chan. Il est le président de l'Association des industriels de Hong Kong en matériels médicaux et soins de santé. Il nous parlera de Hong Kong en tant que facilitateur pour le partage d'expériences dans l'industrie des appareils médicaux. Dr. Andrew Chan is our next speaker. He is the acting chairman of Hong Kong. Dr. Chan, c'est notre prochain orateur. Il est le président de l'Association des dispositifs médicaux. Il va parler de Hong Kong en tant que facilitateur pour les entreprises de technologie. Il va parler de l'industrie de dispositifs biomédicaux de façon beaucoup plus spécifique. Je vous demanderai d'applaudir le Dr. Andrew Chan. Good afternoon, Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Andrew Chan. Je vais partager avec vous mon expérience pratique, surtout dans le domaine de la recherche, du développement. Je vais également partir du côté manufacturier dans le domaine du dispositif biomédical. Premièrement, je vais vous présenter notre association. C'est une nouvelle association qui a été fondée il y a 11 ans et cela représente les intérêts du secteur de dispositifs médicaux. Et nous avons des membres qui viennent de partout, les fabricants de dispositifs, les concepteurs, les distributeurs, les fabricants de composantes, les tests, les gens qui effectuent les tests. Donc ici, vous avez la chaîne de valeur. Il y a 7 ans, nous avons mis l'accent sur la production et sur la commercialisation de nos produits. Il y a 6 ans, nous avons essayé de redéfinir. La recherche n'est pas uniquement la fabrication et la commercialisation. Nous voulons être un fournisseur de solutions complètes. Donc, la recherche de base, la recherche appliquée, le développement de prototypes, les essais cliniques et la compliance réglementaire, la conformité réglementaire. Pour l'association, nous avons 2 missions principales. Premièrement, il s'agit c'est une mission économique. Il s'agit de contribuer à l'économie locale basée sur le savoir en tant qu'industrie, en tant que secteur d'innovation de technologie. La deuxième mission, c'est une préoccupation sur la santé publique pour s'assurer que les dispositifs médicaux sûrs et efficaces peuvent être utilisés par le public. On ne parle pas uniquement du public de Hong Kong, c'est un public mondial. Pour résumer, je dirais que notre association a un rôle très stratégique. C'est un partenaire de fabrication et de commercialisation. Donc, on se focalise sur la recherche et le développement. Mais pour nous ne sommes pas uniquement là pour faire la recherche et le développement. Quand nous faisons quelque chose, il faut également la commercialiser.
Donc, lorsqu'on parle des points forts de l'industrie d'Hong Kong, il y a quelques images qui viennent à l'esprit. Voici l'outillage qui est très très bon. Il y a également le moulage par injection dans un environnement contrôlé, la chaîne d'assemblage et le SNT pour les composantes électroniques. Et ici, vous pouvez voir l'automation, la production, les différentes unités d'automation et de production. Donc, lorsqu'on parle de Hong Kong, comme Alain a dit, Hong Kong est le point de rencontre entre l'Orient et l'Occident. Et à Hong Kong, vous avez beaucoup d'étrangers. Mais la plupart des personnes qui travaillent à Hong Kong ont déjà vécu à l'étranger et ont été formées à l'étranger, ce qui fait qu'on a une très bonne exposition à l'international. Donc, nous pouvons vraiment travailler avec les Français et le reste du monde. On a également évoqué que dans les Science Park, l'ambiance est très très bonne, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qui est très important pour nous, c'est Hong Kong est vraiment un pool de talents. Nous avons des chercheurs, des diplômés, des étudiants qui sont extrêmement compétents, ce qui est non seulement important pour la recherche et le développement, mais aussi pour la fabrication et d'autres secteurs. Le système juridique, il y a un autre orateur qui va parler du système juridique. Alors, ce point est très intéressant. Beaucoup de personnes pensent que Hong Kong est vraiment connu pour la mode, pour les jouets. Et nous avons en fait une base très solide dans le domaine de l'électroménager, l'électronique, et c'est vraiment la force principale de Hong Kong. Lorsque vous allez travailler dans le domaine des dispositifs médicaux, sachez qu'on a besoin d'être épaulé par ce secteur. Le côté clinique est très important. Il y a beaucoup de recherche et de développement, et c'est vraiment cela qui pourra nous aider à fabriquer ces dispositifs médicaux. Et si vous voulez faire la fabrication à Hong Kong ou bien en Chine, nous pouvons vraiment vous garantir un service professionnel. Comme nous avons vraiment une industrie très forte, lorsqu'on parle de prototypage, d'outillage, de tests, notre temps de réponse est très efficace. Nous pouvons vraiment travailler 24 heures sur 24 et 5 jours par semaine, voire plus, ce qui fait que c'est très utile pour les investisseurs, ce qui fait qu'il y a une incitation pour que les entreprises commencent à investir et se baser à Hong Kong. Hong Kong est une ville qui est très petite, donc nous ne pouvons pas avoir des grosses usines. Mais nous pouvons en fait avoir des usines très grandes en Chine. Donc nous pouvons fabriquer le produit pour nos clients. Ce matin, nous avons parlé des prix. Le prix, le rapport qualité-prix est optimal à Hong Kong. D'autres orateurs ont également parlé de l'accès au marché chinois. Donc Hong Kong est vraiment le portail pour la Chine. Si vous avez en fait une bonne empreinte en Chine, c'est très très bien. Sinon, vous devez vraiment apprendre comment travailler avec la Chine. Et Hong Kong pourrait constituer une très bonne plaque tournante, un portail vers la Chine. Dans notre association, 50% de nos membres sont des distributeurs. Ça veut dire qu'il y a un réseau de distribution bien implanté à Hong Kong, dans la région Asie-Pacifique et en Chine. Donc, à travers notre réseau, vous pouvez faire la
fabrication et la distribution de vos produits également. Pour nous, Hong Kong est un excellent endroit pour avoir un soutien réglementaire. Donc, il y a l'organe régulateur comme la Commission européenne en France, FDA aux États-Unis. Nous pouvons également aider le client à préparer la documentation. Là, par exemple, la FDA accepte seulement des applications chinoises. Donc, nous devons faire la traduction et nous devons également monter le dossier tout entier. Le dernier et non le moindre, c'est le gouvernement de Hong Kong nous soutient énormément. Ils soutiennent beaucoup les innovations, donc ils ont des financements assez spécifiques. Donc il y a un fonds d'innovation des technologies, notamment le programme de collaboration université-industrie qui est très utile pour les petites et moyennes entreprises. Ici, vous avez la ventilation des produits électroniques qui sont exportés. Et là, vous pouvez voir que l'Europe constitue seulement 7%, alors que 66%, c'est la Chine. Pour les appareils électroménagers, les exportations vers l'Europe, c'est 20%. Donc, ici, vous avez 20%. Vous vous demandez, Andros, vous avez... Et quel est le chiffre pour les dispositifs médicaux? Si vous regardez les statistiques, vous ne pouvez pas voir les dispositifs médicaux parce que ces dispositifs médicaux sont assimilés à la catégorie d'électronique. Lorsque vous regardez les dispositifs médicaux à Hong Kong, il faut également regarder les produits électroniques parce que tous ces dispositifs médicaux sont intégrés, sont assimilés à la catégorie électronique. Donc, je vous ai déjà parlé de la recherche et de développement par d'autres personnes, mais je vais juste souligner un certain nombre de choses. En tant que fabricant, nous faisons beaucoup de recherche et de développement. Notre recherche et développement est soit en fait en interne, par exemple à Science Park ou dans d'autres infrastructures, mais aussi en Chine. Donc nous travaillons avec Science Park, Hong Kong Applied Science and Technology. Nous pouvons également travailler avec des partenaires étrangers, ce qui constitue une opportunité d'ailleurs. Nous avons également parlé de l'Université de Hong Kong. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est très intéressant est que vous pouvez voir les universités qui offrent des programmes dans le domaine de la médecine, les sciences biologiques, l'informatique, le génie électrique. Et il y a une cote qui a été accordée à des universités. La plupart des instituts de sciences et de recherche figurent parmi les 200 meilleurs instituts. Donc, vous pouvez ainsi être sûr d'avoir un pool de talents extrêmement compétents. Une autre chose que j'aimerais vous parler. À Hong Kong, nous avons 2 écoles de médecine qui sont excellentes, qui sont renommées. Et il y a également un centre d'essais cliniques avec 2 centres universitaires hospitaliers. Donc, ce sont des centres qui sont accrédités par la FDA, la EMEA et la CFDA. Donc, ainsi, vous pouvez économiser beaucoup d'argent et de temps. Il y a une excellence dans le domaine de la recherche. Vous pouvez voir la cote de ces universités. Et maintenant, en Europe et aux États-Unis, il y a de plus en plus de personnes qui se focalisent sur la recherche et développement. Et vous êtes très bon en recherche et développement, mais comment est-ce que vous pouvez maîtriser les coûts? Comment est-ce que vous pouvez assurer le bon rapport qualité-prix? Et dans notre ville, nous pouvons travailler avec les entreprises de recherche et développement afin de réduire les coûts et vraiment assurer le bon rapport qualité-prix.
Je ne vais pas vous parler de restauration dentaire, mais je vais juste vous dire 2 ou 3 petites choses. Donc, le financement vient du gouvernement et de l'industrie. Nous travaillons avec des parties prenantes comme la HKPC et l'industrie. Donc, les prothèses de doigts financées par ITF et l'industrie. Donc, vous pouvez voir les acteurs, les parties prenantes, parce qu'il faut des essais cliniques. Donc, l'école de médecine, le centre des essais cliniques, HKPC, l'industrie. Donc, là, vous pouvez voir la dernière diapo de ma présentation. Donc, je vais vous parler des partenaires extérieurs. Donc, il y a des universités ou des instituts de recherche, ITF, les acteurs de recherche et de développement et les partenaires d'industrie. Donc, pour certaines personnes ici, votre entreprise pourra avoir la technologie, le réseau de marketing et de distribution. Vous pouvez obtenir un financement de la part du gouvernement. Et en ce qui concerne l'industrie, vous avez tout un éventail de services qui sont mis à votre disposition. Donc, vous pouvez voir que le package est très, très bon avec des bons éléments critiques qui assurent le décollage de tout projet de recherche et de développement. Et ça, c'est très important. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, vous pouvez voir, en fait, 5 piliers. Vous n'avez pas besoin de ces 5 piliers. Vous avez juste besoin d'un ou 2 ou peut-être 3. Donc, j'ai en fait une option pour vous. Si vous avez le temps, vous pouvez en fait regarder ces différentes options. Et ces différentes options peuvent vous donner une idée sur votre position. Quel est votre objectif? Et ainsi, vous pouvez définir votre parcours d'investissement à Hong Kong. Donc, si vous voulez savoir davantage d'informations sur les dispositifs médicaux, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site web. Vous pouvez également nous envoyer un email. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Andrew. Notre avant-dernier discours sera prononcé par le professeur Albert Yu. Albert Yu, Plateforme mondiale pour promouvoir le partenariat et le transfert de connaissances pour la haute technologie en entreprise. The second last speech will be given by Professor Albert Yu, the chairman of the Hong Kong Biotechnology Organization. He will present to us how partnership and knowledge transfer for high technology business. Please, Professor Yu. Thank you very much. Good afternoon. Are you still awake? No, it's about 11 o'clock at night. il est 11 heures du soir à Hong Kong. On ne dort jamais à Hong Kong. Comme chacun sait, peu importe. Ce que vous voyez à l'écran, je suis à la tête de cette organisation, mais j'ai également une société de biotech à Hong Kong et à Pékin. Et je suis aussi professeur à l'Université de Hong Kong. Pourquoi? Parce que c'est possible à Hong Kong, parce que je peux travailler à Hong Kong le matin et me rendre à Pékin l'après-midi ou le soir du moins, et puis je travaille ainsi sans relâche. C'est important également de savoir que quand vous êtes à Hong Kong, vous êtes en Chine, certes. Mais vous voyez que Hong Kong fait partie de la Chine, c'est ce que dit le texte, mais nous sommes quand même une autre partie de la Chine. Pourquoi? Et ça a été dit par l'un des intervenants ce matin qui a dit qu'elle est venue à Hong Kong pour voir le monde. Hong Kong, c'est le monde. C'est pour cela que Hong Kong, finalement, ça ne diffère d'aucun endroit du monde, mais la Chine dépend de nous. C'est nous qui faisons le lien entre la Chine et le monde. Vous l'avez déjà vu, cette photo superbe. J'ai remarqué tout à l'heure que beaucoup d'entre vous étaient déjà allés à Hong Kong, ce qui est une ville superbe, un site superbe. On vous a parlé de la finance, on vous a dit qu'on mangeait très bien, qu'on pouvait faire son shopping, mais il faut comprendre qu'il y a encore beaucoup autre chose, un soubassement scientifique, beaucoup d'innovations, bref, beaucoup d'opportunités. Hong Kong, c'est comme vous, parce que nous aussi, on croit que le high-tech, c'est vraiment l'avenir. Et c'est pour cela qu'il faut, à notre avis, faire partie de cette aventure. Hong Kong a vraiment tous les ingrédients pour que vous puissiez vous lancer dans le high-tech. Et ce dont ils vont parler, c'est le biotech, le secteur de la biotechnologie en particulier. Alors, Hong Kong, la biotechnologie à Hong Kong, pourquoi pas?
J'ai quelques 30 dias à vous montrer et à la fin de ce diaporama, vous aurez parfaitement compris pourquoi vous devez nous rejoindre et faire de la biotech en Asie. Hong Kong, vous le savez, c'est une petite île, mais vous voyez, c'est une énorme masse continentale. Regardez de plus près, il y a une petite île, vous avez Kowloon, vous avez les nouveaux territoires, et puis cette île, c'est là que nous avons notre nouvel aéroport, et on est extrêmement proche de San Luis. C'est une nouvelle ville chinoise qu'on est en train de recruter tous les grands talents chinois, et maintenant ils ont décidé que la biotechnologie devait venir rejoindre ce haut lieu. Et puis, autre point qui mérite votre attention, ce qu'on appelle la rivière, le delta. Parce que Hong Kong, en tant que tel, c'est pas énorme, mais Sun Sen et le delta du Pur. Alors là, vous voyez que si vous ajoutez ces parties de territoire, Hong Kong devient énorme et la masse critique devient importante. Alors, je vous fais l'économie de cette liste, mais je voudrais quand même vous faire comprendre que Hong Kong, mais vous le savez, est extrêmement compétitif. Parmi toutes les villes d'Asie du Sud-Est, Hong Kong est sans doute la plus compétitive. Alors, vous n'avez pas à lire ce texte à l'écran, mais depuis le départ, Hong Kong n'a jamais eu de ressources naturelles. Et c'est pour cela qu'il a fallu toujours systématiquement chercher à se développer en étant en contact avec le reste du monde. Ce qui est formidable, c'est que, à partir de ce qu'on a fait ces 15 dernières années, Hong Kong en est arrivé à avoir la structure la plus efficace. Je parle même pas de l'aspect, la situation financière favorable ou de la propriété intellectuelle. Non, non, cette infrastructure qui correspond parfaitement au développement du high-tech. Vous avez remarqué que Hong Kong était un endroit super, qu'on peut même y vivre fort agréablement, mais ça va bien au-delà. Et j'attire votre attention sur ce point. Nous sommes vraiment les orfèvres en connaissance, en savoir. C'est pas vraiment uniquement les Chinois, c'est nous qui sommes véritablement les responsables de la connaissance. C'est nous qui détenons toute la connaissance de la Chine. Bien sûr, le marché chinois en tant que tel est énorme. Mais vous risquez aussi d'avoir pas mal de surprises. Alors qu'à Hong Kong, nous avons l'expérience, on peut vous aider à gérer les problèmes. Et au-delà de l'infrastructure que nous avons créée, nous avons maintenant un fonds de technologie, de l'information, de la technologie, pardon, de l'information. Ça, c'est très important, ce fonds qui est assez nouveau dans notre structure. Et puis, d'autres projets de financement. Si vous voulez, si votre entreprise vient s'installer à Hong Kong, vous bénéficierez d'une somme assez rondelette, 1,5 million de dollars, que vous n'aurez pas à rembourser. C'est une prime d'amorçage, si vous voulez. Alors, 6 piliers de l'industrie à Hong Kong, dont 4 concernent la biotechnologie. Si vous voulez en savoir plus sur Hong Kong, lisez ce numéro de Science Magazine qui remonte à quelques 2 ans de cela. Il y a 18 pages dans ce numéro qui sont concernées à Hong Kong en tant que grand centre de la recherche. Et je vous propose cette citation. Hong Kong, on le sait, possède tout ce qu'il faut pour devenir le grand centre de la haute technologie. Et une autre personne du nom de Janet Winkelchung qui nous dit que il faut créer un écosystème. Vous pouvez le faire à Hong Kong, et les représentants du secteur industriel disent nous voulons faire la preuve aux yeux de la communauté internationale que Hong Kong s'est engagé à lancer le secteur de la biotech. Et c'est un engagement ferme de notre part. Si vous voulez bien sûr avoir des photocopies de ces planches, écrivez-moi et je vous enverrai des copies de toutes ces pages. À ce moment-là, vous en saurez plus sur l'infrastructure de Hong Kong. Mais je ne voudrais pas terminer sans vous parler de nos relations avec la Chine. Comme vous le savez, la Chine a déjà mis la biotech au cœur de leur plan quinquennal. Ils parlent de la biotechnologie comme un secteur à l'égard duquel la Chine s'est engagée à faire des efforts et investir.
nous nous y sommes engagés que Hong Kong aide la Chine. La Chine ne pourra pas le faire à elle seule. Hong Kong sera leur partenaire dans cette entreprise. Et au cours de ces 12 prochaines années qui encadrent ce plan, voilà ce que nous nous proposons de faire. Vous voyez, high-tech, dont la biotechnologie. Et puis, n'oubliez pas, car c'est important, la Chine a besoin de Hong Kong pour être le fer de lance de la technologie et apporter la technologie au reste du monde. Et le monde doit bien sûr passer par Hong Kong pour être encore plus efficace lorsqu'il pénétrera en Chine. Alors, nous en sommes à la préparation de ce plan. Et apparemment, cela permettra à Hong Kong d'avoir une position encore plus importante. Pour nous permettre à renforcer notre infrastructure de high-tech, voilà ce que nous sommes proposés de faire, c'est de créer un bureau spécialisé dans l'innovation et la technologie, ce qui veut dire que la politique sera de plus en plus favorable à la biotech à l'avenir. Alors, Hong Kong Biotech, bien sûr, c'est un petit peu ce qui se fait dans d'autres pays. La biotech, ça se fait dans le monde entier. Le produit sera mondial. Donc, je ne veux pas prétendre être différent de ce que l'on fait en France, mais je pense qu'on fait quand même des choses intéressantes, plus intéressantes qu'ailleurs. Les maladies infectieuses, par exemple. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un énorme potentiel, la Chine. Nous avons déjà pas mal de grands groupes pharmacologiques, pharmaceutiques, et je sais que la médecine chinoise retient l'attention du monde entier, et beaucoup plus que la médecine d'autres pays. Et puis, bien sûr, mais ça j'en ai déjà parlé, l'infrastructure qui est déjà en place, voilà ce pôle, mais derrière ce pôle, vous avez ce qu'on appelle l'œuf d'or, l'œuf en or. Avec ce superbe bâtiment, voilà, c'est le centre d'incubation de biotech, avec une entreprise du nom de HK Life, Hong Kong Life. Ah, c'est la mienne, c'est ma société. Et l'infrastructure est superbe, il y a beaucoup de choses, on est très actifs. Et je crois que ça a déjà été dit. Ce dont nous avons besoin, c'est un Green Channel, un canal green pour pouvoir utiliser tout ce qui se fait en Chine. Et on voudrait vraiment vous faciliter le passage en Chine. Ainsi, vous pouvez avoir des exemples biologiques, des spécimens anatomiques et de la province de Chine, que je vous ai montré tout à l'heure, et les utiliser dans notre laboratoire ou votre laboratoire d'ailleurs. Finalement, et ça c'est le cas dans le monde entier, on voudrait arriver à mettre au point un biochip, une biopuce, comme on l'a fait en génomique. Alors cette gene chip, cette puce génétique, pour l'instant on n'a pas de puce qu'on puisse utiliser en milieu hospitalier. Mais maintenant c'est possible à Hong Kong. Lisez cet article que vous retrouverez dans le Science Magazine. C'est un entretien avec un spécialiste à Hong Kong. On parle d'un système qui permettra à Hong Kong d'offrir cette énorme ressource au monde entier. Ah oui, cette toute petite puce qui nous permet de détecter une maladie en l'espace d'1 heure, ce qui permettra de dépister d'ailleurs beaucoup plus de pathologies à l'avenir. Alors, je ne vais pas trop insister sur la publicité, l'autopublicité, mais pourquoi est-ce que c'est possible à Hong Kong? Allez-vous vous demander? Bien parce que c'est une ville internationale. Tout peut se faire à Hong Kong. Ainsi, ce dessin d'une wafer on a utilisé beaucoup de centres de fabrication, et une fois qu'on a eu le dessin, on a pu obtenir qu'un grand fabricant de semi-conducteurs nous rejoignent. Et une entreprise d'informatique qui a écrit le programme. On a misé sur notre infrastructure de Hong Kong pour concevoir cette machine. Et pour ce faire, on a fait appel à beaucoup de sources différentes. Ainsi, certains pays européens, c'est une entreprise européenne, ont décidé de nous dire quel leur paraissait être le meilleur produit. Vous voyez que Hong Kong est prêt à utiliser des inventions et des produits
venant du monde entier. Et ensuite, on passe à l'intégration. Il y a beaucoup de technologies différentes. Vous voyez, dans ce système qu'on est en train de mettre en place, le EFA système, l'optique, la bio-information, la technologie de précision, etc. Mais vous voyez que toute cette infrastructure, elle existe d'ores et déjà à Hong Kong. Si on ne trouve pas ce qu'on veut chez nous, eh bien, on demande à les pays étrangers de nous aider. Nous, ça ne nous pose pas de problème. On est prêt à chercher l'information, rechercher l'information là où elle se trouve. Supposons que vous consultiez votre docteur, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Il faut prendre votre prélèvement et vous dire cette personne a peut-être un risque de cancer. Mais encore, il faut attendre 3 jours avant d'avoir la réponse. Alors bien sûr, ça vous fait 3 nuits d'insomnie. Avec cette technologie, vous consultez le docteur et en l'espace d'1 heure, vous avez le résultat de l'analyse. Et le docteur, au bout d'1 heure, peut vous dire exactement quel est votre problème. Voilà, c'est pour nous une révolution sur le plan du diagnostic. Alors le marché potentiel en Chine, 2010. Vous voyez qu'on n'est plus à 1000 institutions cliniques en Chine. Alors faites le calcul. Supposons qu'un hôpital utilise l'une demi-puce par jour. Ça fait combien? Ça fait des millions de puces par jour. Alors vous imaginez la somme que ça représente. Bref, j'essaie de vous faire comprendre qu'il y a un énorme marché potentiel à Hong Kong. Comment ne pas résister à Hong Kong? Comment ne pas profiter de ce marchepied qu'est Hong Kong pour pénétrer dans le continent chinois? Je vais m'arrêter là, mais si vous avez des questions, nous pourrons y répondre ultérieurement. Merci. Next speaker, Maître Ricardo Leon, Associate Law Office. L'importance de l'IP pour sauvegarder l'information technologique, c'est une présentation qui va nous être faite par Ricardo Lee. Monsieur Lee, vous avez la parole. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous avons déjeuné légèrement au London Tea House à l'entrée. C'était très fin, très bon. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes en train de nous promener autour de la pyramide, sur la plaza. Et il y a eu... ça m'a permis de comprendre, de voir ce qu'on appelle l'ambiance parisienne. Et puis, on a un petit peu bavardé. Et ce qui nous plaît particulièrement, c'est l'attitude très progressiste des juristes français. Il y a 200 ans, 300 ans de cela, la France avait déjà introduit le concept de « tous les hommes sont égaux ». Et à Hong Kong, les juges, les avocats à Hong Kong sont prêts à partager avec vous le fait. Et l'une des statues d'ailleurs que j'apprécie particulièrement à Hong Kong, alors il y a bien sûr des pièces au musée de Londres, du Louvre, qui nous sont particulièrement chères, mais c'est une statue que nous avons chez nous à la Haute Cour de justice. C'est la divinité du droit, avec les yeux bien sûr qui ne sont pas bandés, les ont bandés. Et c'est un concept que nous suivons de très près. Tous les hommes sont égaux devant la loi. En d'autres termes, quiconque vient à Hong Kong pour saisir la justice constatera que tous les hommes y sont traités de façon égale. Et ça, je pense que c'est une chose très importante pour les sociétés françaises qui viendraient à Hong Kong. Alors, pourquoi Hong Kong? Hong Kong, on le sait, est depuis longtemps un centre qui attire les entreprises du monde entier. On utilise Hong Kong comme un tremplin pour pénétrer sur les normes
marché chinois, l'énorme marché asiatique. Il y a beaucoup de capital humain à Hong Kong, avec une main-d'œuvre très fortement éduquée et un climat favorable aux entreprises de haute technologie. Et puis, on favorise l'innovation technologique. Et Hong Kong, une juridiction de common law, depuis longtemps, est un système ouvert, est un système équitable et juste. Et en tant qu'Européen, en tant que Français, vous pouvez très bien gérer votre entreprise dans tout confort à Hong Kong. Et Hong Kong a un écosystème extrêmement solide avec une très bonne protection de la propriété intellectuelle. Voici pour les gadgets indispensables à notre vie quotidienne. Vous constatez que l'informatique est partout. Et Hong Kong accepte toute technologie, toute innovation, comme d'ailleurs le font les pays européens. Sur le plan des marques, les acceptons de breveter les marques, les objets, téléphones, et le système de Hong Kong est très étroitement aligné sur les systèmes européens. Et maintenant, les odeurs, les sons, les images en 3 dimensions sont également acceptées. Vous pouvez déposer des dossiers de marque pour tous ces articles. Alors, une petite anecdote. Un dossier que j'ai eu à traiter il y a peu de temps de cela, un client qui déposait une demande de brevet, Singapour-Hong Kong jusqu'en Australie. Et le bureau des brevets européens avait posé un problème, une question concernant le sens littéral de 2 mots. C'était à la lecture, à première vue. Ça n'a fait aucun sens. C'est-à-dire, on ne pouvait pas retrouver ces mots dans le dictionnaire. Mais maintenant, lorsque vous prononciez ces mots, cela avait de toute évidence un sens. D'où un examen par le Bureau européen des brevets. Nous avons préparé une réponse à la demande qui était faite, exactement la même réponse qui a été déposée au Bureau des brevets de Hong Kong. Les deux ont accepté et ont pu faire droit à la demande du client, qui a donc eu son brevet. Alors, l'examen fait de ces dossiers reprend exactement la même logique que le fait le système européen pour ce qui est du dépôt des brevets. Lorsque le Bureau des brevets européens pose une question concernant le sens littéral, de la même façon, le Bureau de Hong Kong, le Bureau des brevets de Hong Kong, a posé exactement la même question et nous avons pu leur répondre exactement de la même façon, c'est-à-dire que c'était la même logique qui était en jeu. Et tous les deux ont fait droit à cette demande de dépôt, d'enregistrement, du moins. Ça me semble extrêmement important si vous envisagez de faire enregistrer un brevet ou une marque là-bas. Protection quasiment indéfinie qui est renouvelable tous les 10 ans. Et le temps d'examen est rapide et court. C'est très efficace. C'est une procédure parmi les plus rapides en Asie. Du dépôt jusqu'à l'enregistrement, c'est un délai de 6 à 9 mois. Ce qui est tout à fait comparable au délai européen. Vous arrivez à Hong Kong, vous allez envisager de déposer vos statuts, les statuts de votre société. Il faut également faire déposer votre nom auprès des autorités à Hong Kong parce qu'il y a la protection de votre nom, de votre raison sociale qui est en jeu. Et vous serez sûr à partir de là que tous vos produits, tous vos services sont effectivement bien protégés. Si vous ne faites pas une demande de dépôt de marque, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que nous nous alignons sur le principe de la goodwill. Si vous pouvez faire la preuve, et ça c'est un principe de common law, que si quelqu'un a cherché à voler à votre nom, cela peut être opposable. Donc, vous avez possibilité de vous retourner contre la personne
qui utiliserait votre même nom. Une entreprise qui a son siège ici, à Paris, et qui a beaucoup de marchés à Hong Kong, avec 400 marques déjà déposées à Hong Kong, dans beaucoup de catégories différentes. Classe 1, produits chimiques, utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques. Classe 41, également en matière de recherche médicale et de recherche et développement médical et connexe. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a pas mal de classes. Cette société a fait une demande pour la classe 4. Alors, vous ne voyez pas la liste intégrale, mais on reprend les mêmes classifications. C'est exactement la même que celle qui a été adoptée par l'Europe. Donc, c'est simple. Vous avez une marque française, une marque européenne. Vous pouvez reprendre exactement, transposer, transplanter et le mot, tout cela à Hong Kong parce que nous avons exactement le même système de dépôt et d'enregistrement. C'est donc extrêmement pratique. Les brevets, nous acceptons les brevets, le critère de la nouveauté en matière d'application industrielle. Ça, c'est pas forcément évident. Ça, c'est la pratique, le concept habituel. C'est le même d'ailleurs que celui qui est retenu par tous les bureaux de brevets européens. Donc, ce sera forcément appliqué à Hong Kong aussi. Alors, à Hong Kong, il y a deux types de brevets. Brevet normal de 20 ans, même chose qu'en Europe. Même chose qu'au Japon, même chose qu'aux États-Unis et même chose qu'en Chine continentale. Alors on peut dire que les brevets de Hong Kong sont particulièrement favorables aux Européens. Supposez que vous vouliez faire enregistrer un brevet à Hong Kong, vous pouvez le faire à partir d'un dépôt qui aurait déjà été fait, soit en Chine continentale, soit au Royaume-Uni, soit en Europe. Si vous avez déjà un premier brevet déposé aux États-Unis ou au Japon, vous ne pouvez pas utiliser ce brevet pour votre demande de brevet à Hong Kong, mais néanmoins, si vous avez un brevet européen, ça vous permettre, et c'est automatique, ce sera constaté, l'enregistrement sera quasiment automatique et prendra effet le jour même que le bureau de brevet vous aura octroyé ou vous aurez fait votre demande à Hong Kong. C'est une procédure extrêmement rapide. Maintenant, ce brevet est unique à Hong Kong, celui de 8 ans. Pourquoi un brevet de 8 ans? C'est comme le certificat, c'est l'équivalent du certificat d'utilité en France. C'est-à-dire que ça vous offre une protection relativement court terme, c'est pratique, c'est rapide. Et tout l'intérêt de ce brevet, c'est qu'il couvre également la méthode utilisée, comme dans le brevet standard. Donc c'est à la fois pratique et rapide. Le dépôt direct ou la demande directe, c'est une étape, c'est rapide. Et cela vous offre une protection de 8 ans, je l'ai dit. Hong Kong est partie à la Convention de Paris ainsi qu'au traité PCT, ce qui veut dire que nous reconnaissons tout dépôt antérieur fait en France ou en Europe. Autres exemples d'un brevet français traité à Hong Kong commence par une demande internationale, suivie de l'octroi d'un brevet Hong Kong. C'est un autre dispositif médical de Roche, PCT. Ensuite, vous aurez un brevet normal standard délivré à Hong Kong. Le dessin est également protégé à Hong Kong. Et c'est une protection sur 25 ans, renouvelable, tous les 5 ans. Autre exemple, le BNO,
Autre exemple, c'est un dessin qui a été enregistré à Hong Kong, un conteneur de fumée enregistré à Hong Kong. Les droits d'auteur, ça c'est pour protéger les idées. Si vous avez besoin d'aller au-delà de l'idée, il faut bien sûr qu'il y ait l'expression de l'idée. Ainsi, le concept d'aventure qui peut être représenté par Tintin, c'est protégé à Hong Kong. C'est automatique. Et 50 ans, c'est la durée matérielle. C'est le cas dans la plupart des pays européens aussi. Pas de dépôt ou d'enregistrement nécessaire. Alors, un conseil, conservez les originaux de tous vos dessins, de tous vos textes avec la date. Dès lors que vous montrez quelque chose à quelqu'un, il faut que vous puissiez montrer que vous êtes bien le titulaire du droit d'auteur. Toujours pareil, le secret, comme pour ce qui est d'une recette en France ou d'un parfum. Vous savez que Coca-Cola a sa recette. Hong Kong accepte ses secrets professionnels dès lors que les mesures de confidentialité sont respectées. C'est un petit peu différent à Hong Kong. Par exemple, en France, on va considérer qu'il y aura des sanctions pénales s'il y a violation d'un secret professionnel. À Hong Kong, c'est plus général. L'intérêt, c'est que ça couvre également les plans commerciaux, les plans d'entreprise. C'est donc essentiel aux entreprises. La protection des plans. Si vous venez développer une branche recherche et développement à Hong Kong, il est indispensable de pratiquer cet exercice de façon à bien cadrer la responsabilité de la direction. La protection de la propriété intellectuelle, ça c'est la première chose qu'il faut dire à votre personnel. Il va falloir les former, il va falloir s'assurer qu'ils assurent bien la protection de la propriété intellectuelle. En cas de violation, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, Hong Kong est parti au TRIPS de l'OMC. S'il y a violation, les autorités de la douane vont vous aider à ne pas faire passer ces marchandises. Nous, juristes, n'apprécions pas beaucoup parce que ça va être fait gratuitement. On ne va pas vous facturer ce service. Des chiffres intéressants, mais je suis sûr que beaucoup de groupes de sociétés françaises ont déjà des spécialistes de qualité. Alors, en matière de marque et de brevet, la marque, c'est comme la même chose qu'en France et que dans beaucoup de pays européens, vous déposez votre marque. Vous connaissez, c'est très proche de ces systèmes européens. Le brevet, comme je vous l'ai dit, Hong Kong, à cet égard, est membre de nombreuses conventions internationales dont vous pouvez bénéficier si vous faites jouer le système de Hong Kong. Alors, si vous avez une branche recherche et développement à Hong Kong, vous-même et vos collègues auront plaisir à aller déguster de délicieux dim sum.